Bonjour à tous, donc nous allons continuer le A3 plantation d'une haie avec les paragraphes suivants. Donc, si vous êtes à jour, normalement toute la première page est déjà complétée, la localisation, les partenaires, la réglementation du site, les statuts de protection, la description du paysage, l'histoire du site et les fonctions du site. Nous allons donc continuer par la page suivante. Vous ouvrez votre A3 qui est la caractérisation du site, c'est-à-dire décrire le site lui-même, non plus autour du site, mais le site lui-même. Donc, le premier élément, c'est la cartographie du site. Donc, je vous ai donné normalement, par la photocopie du document, déjà la photo aérienne du paysage autour du site. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez ressortir l'emprise de la plantation. Ce qu'on appelle l'emprise de la plantation, c'est l'endroit sur lequel on fait la plantation, la zone que la plantation va recouvrir. Donc, je vous rappelle qu'en fait, on a fait deux morceaux de haies qui entourent le même champ à l'amont et à l'aval. Donc, vous pouvez mettre un coup de fluo ou du stylo rouge, enfin, une couleur qui va faire ressortir les deux morceaux de haie qu'on a fait. Donc, celle du champ sur toute la longueur à cet endroit-là en partant de la route, et celle de l'autre côté du champ, cette fois qui ne faisait qu'un peu plus de la moitié de la longueur, puisqu'ensuite il y avait déjà un morceau de haie qui existait. Donc faites ressortir de la même couleur les deux haies qu'on a plantées, et ici, dans la légende, vous mettez de la même couleur le trait de façon à ce qu'on repère bien que ça va ensemble. Ensuite, sur la cartographie du site et du chantier, on essaye de repérer un certain nombre d'autres éléments dont on va avoir besoin. Par exemple, la zone de stationnement du véhicule et les zones de stockage du matériel. Donc là, je vous ai fait une flèche globale. L'idée, c'est de marquer que le camion de chantier était stationné, alors d'abord à côté d'une haie, ensuite de l'autre, et qu'on a posé le matériel le long du champ aussi, à proximité du camion et des haies sur lesquelles on plantait. Et ensuite, j'ai positionné aussi la zone de stockage, de tri et de préparation des plants, donc la zone où on a ouvert les sacs de plantation, regardé les différentes espèces et où on a trié les plants par lot, vous savez, entre la ligne intérieure et la ligne extérieure, par exemple. Donc ça, on l'a fait dans la bande enherbée, le long de la route, là où on a pu se placer pour trier les plants par catégorie et ensuite les mélanger à l'intérieur de chaque catégorie. Donc vous pouvez indiquer tout ça sur votre cartographie. Ensuite, on va passer au paragraphe suivant qui est la description des facteurs écologiques. Donc dans les facteurs écologiques, pour rappel, on a les facteurs abiotiques, tout ce qui est non vivant, donc qui est plutôt dans la colonne de gauche, et tout ce qu'on va appeler les facteurs écologiques biotiques, c'est tout ce qui est vivant, donc la flore, la faune, les milieux naturels. Donc on va commencer par le climat, la climatologie. Donc dans cette zone de la planète, vous vous rappelez, on a déjà dit qu'on est dans un type de climat qu'on va appeler un climat tempéré. Ensuite, à l'échelle de la France, tout en étant en climat tempéré, il y a différents types de climats. Au niveau de Mel et des environs, donc là on était plus côté Charente, mais finalement on est sur un climat qui est assez similaire. On est sur un climat océanique, puisqu'on est à proximité de l'océan, il n'est pas très loin, mais on n'est pas tout à fait non plus le long de l'océan. Donc on va dire qu'on est sur un climat océanique dégradé. Sur cette zone, une des particularités en termes de climat, c'est comme on a une grande zone de céréaliculture intensive sur laquelle on n'a plus de haies, et ben, il y a un des éléments qui est particulièrement prépondérant, c'est le vent. Donc on peut dire qu'on a un vent qui est assez important sur cette zone, sur ce territoire, puisque à la fois on est un petit peu sur une butte et en plus on a plus de haies pour arrêter le vent, donc le vent est facilement assez puissant sur toute la zone. Donc voilà pour le climat. Ça, pour mémoire, hein, ce qu'on a déjà dit, c'est que globalement, pour tous les A3 qu'on va faire et pour votre rapport de stage, on écrira à peu près toujours la même chose. Vous pourrez toujours écrire qu'on est dans le climat tempéré, ça c'est pour toute la France, et a priori, alors peut-être sauf pour ceux qui sont vraiment près de la mer, vous serez en climat océanique pur,
ou vraiment si quelqu'un serait en stage dans le Massif central, il serait en climat, montagnard ou continental ou à voir. Mais sinon, dans tout le Poitou-Charentes, on va dire qu'on peut dire qu'on est en climat océanique dégradé. Ensuite, c'est la topographie. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la topographie? Topographie, c'est les altitudes, c'est les courbes de niveau, c'est le relief. Donc, sur ce site, on l'avait vu un petit peu avec le document que je vous avais donné, issu du dossier Promet. On est sur un site qui est à environ 100 mètres d'altitude. Donc, on est voilà, pas tout à fait au niveau de la mer. On est sur un site qui est à peu près plat. Il n'y a pas trop de courbes de niveau et qui est plutôt voilà, à 100 mètres d'altitude sans que ça ait une influence importante. On a, même si on est à peu près plat, un léger dénivelé vers le nord-est. Donc le nord-est sur la carte, ça veut dire qu'il est en haut et l'est plutôt à droite. Donc globalement, vous vous en rappelez peut-être, si je reprends la carte qui est au-dessus, la deuxième haie qu'on a plantée qui est ici était effectivement en contrebas de la première haie qu'on a plantée le matin. Quand on faisait les plantations ici et que certains étaient en train de pailler, on les voyait par au-dessus en train de pailler un petit peu en contre-haut. Donc on a globalement une pente qui descend de là à là globalement. Donc l'eau, par exemple, quand il pleut, a tendance à ruisseler dans ce sens-là, elle aussi, en repartant vers le nord, vers les altitudes qui sont un peu plus basses. Il faudra que je pense à vous faire voir une photo qui a été prise sur le chantier de plantation, justement. Et donc cette pente, elle va justement vers ce qu'on va appeler le bourg. Le bourg, c'est le centre de la commune, hein, c'est où il y a les habitations. Le bourg de la commune de Brette. Donc, comme on voit ici, la commune de Brette en elle-même, hein, on est sur la commune de Brette quand on fait le chantier plantation, mais le bourg, la partie habitée de Brette, est située justement au nord-est. Donc la pente a tendance à aller vers le bourg de Brette. Donc en termes de topographie, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire puisqu'on est finalement voilà, sur une zone qui est quand même globalement plane, on n'a pas de relief important et rien de particulier à indiquer par rapport à ce qu'on a vu par exemple à Sainte-Soline, où on a vraiment vu les points hauts tout autour du site de Sainte-Soline et la cuvette qui fait que toute l'eau finit sur le site de Sainte-Soline et ce qui fait le marais. Ici, on est sur un site à peu près plat, il n'y a rien de particulier. Alors, géologie et pédologie. La géologie, vous vous rappelez, c'est l'étude de la roche-mère. Alors, vous vous rappelez, quand on a vu un petit peu le cours sur les haies, la roche-mère, c'est la roche qui est en profondeur. Et la pédologie, c'est l'étude du sol, donc qui est plutôt à la surface. Dans le document que je vous avais photocopié de Promet qui présentait un peu le chantier de plantation, il était dit qu'on était sur un sol de type, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un sol de type calcaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire un sol de type calcaire? Et en plus, il était précisé dans le document, peu caillouteux. Alors, un sol calcaire, ça va être un petit peu le contraire d'un sol argileux. Donc, les sols argileux, on avait déjà dit que ça avait un pH acide. Au contraire, les sols calcaires, on va être sur des sols qui ont plutôt un pH basique. Donc, un pH basique pour tout le monde, je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce que vous avez vu en chimie, c'est un pH qui est au-dessus de 7. Le pH, il est entre 0 et 14. 7, c'est neutre, et donc un pH basique, c'est entre le neutre, 7, et au-dessus de 7 jusqu'à 14. OK ? Donc les sols calcaires ont cette particularité d'avoir toujours un pH basique, au-dessus de 7. Ça peut être 8, 8,5, des choses comme ça. On n'est pas non plus sur des choses très, très fortes en pH. Et donc ça va influencer un petit peu les végétaux qui vont pouvoir supporter ce type de sol. Typiquement, toutes les bruyères, par exemple, les plantes de sol acide ne vont pas supporter d'être plantées, par exemple, sur des sols calcaires. Donc, en tant que technicien, type technicien Promet, si c'est votre métier plus tard, il faudra être capable de choisir des végétaux adaptés au type de sol et évidemment ne pas planter des végétaux plutôt de sol acide sur des sols calcaires et vice-versa. Ensuite, une des particularités du sol calcaire, c'est que ce sont des sols qu'on va appeler séchants, des sols assez séchants, parce que ce sont des sols qui ne retiennent pas l'eau. Donc l'eau sur un sol calcaire
va s'infiltrer facilement en profondeur. C'est pas du tout des sols qui vont être imperméables à l'eau, c'est le contraire justement des sols argileux. Ils vont être ce qu'on appelle poreux et donc ce qui fait que quand il pleut, l'eau va rapidement s'infiltrer en profondeur et va être assez peu disponible pour les plantes. C'est ce qu'on va appeler des sols séchants, donc c'est un sol qui s'assèche assez rapidement, où l'eau ne reste pas tellement. Alors à la fois, c'est assez intéressant pour l'agriculture puisque du coup, même après des fortes pluies, on va pouvoir aller dans les champs en tracteur puisque le sol sèche assez vite. Mais par contre, bah, voilà, ça peut être un manque pour les plantes de ressources en eau s'il ne pleut pas, régulièrement. Par contre, la particularité de cette zone où on a planté, c'est qu'on a un sol calcaire en surface, le sol c'est à la surface, mais par contre en profondeur, on a une sous-couche en dessous argileuse. Donc on a une couche d'argile plus en profondeur. Quelles conséquences ça va avoir? On a déjà vu ensemble les conséquences d'un sol argileux. Un sol argileux, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on vient de voir pour le calcaire. Ça a plutôt tendance à être compact, à être imperméable et à ne pas laisser passer l'eau. Ce qui fait que cette couche d'argile en profondeur, elle va avoir tendance à entraîner une stagnation de l'eau en profondeur. Cette couche d'argile en profondeur va empêcher l'eau de s'infiltrer plus bas. Donc, le sol calcaire va permettre à l'eau de s'infiltrer, mais ensuite, quand l'eau va arriver au niveau de la couche argileuse, elle va rester bloquée. Donc, l'eau va stagner en profondeur. En profondeur, au niveau de cette couche, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tout simplement les racines de certaines plantes. Par exemple, les racines des végétaux qu'on va planter. Donc, ça peut entraîner que les racines des végétaux qu'on va planter se retrouvent dans cette zone en profondeur argileuse où il y a beaucoup d'eau qui stagne en profondeur et ça peut entraîner une asphyxie des racines. Donc, ça peut être un peu un inconvénient pour certains types de végétaux, soit pour l'agriculture, soit pour les plantations de haies. Enfin, donc, à retenir, le sol argileux et du coup le sol calcaire, on a vu qui est assez séchant, peuvent entraîner un problème en été qui va être un risque de sécheresse, puisque du coup le sol calcaire étant séchant, en été va être assez sec. L'argile lui-même, quand il s'assèche en été, va avoir tendance à se crevasser et ne plus retenir l'eau. Et donc, on va avoir des risques qu'en été, tous ces sols-là soient assez secs et posent des soucis pour la végétation. C'est d'ailleurs ce qui doit expliquer, comme vous l'avez vu sur la photo aérienne, le fait que des agriculteurs ont créé des retenues d'eau, ce qu'on appelle aussi des bassines, ces retenues d'eau, pour irriguer les cultures en été, puisque les sols étant séchants dans toute cette zone, sans doute que les cultures ont besoin d'eau, puisqu'il n'y a pas naturellement d'eau qui est retenue par le sol et qui peut être donnée facilement aux végétaux. Donc l'hydrographie, c'est l'étude de l'eau dans le territoire. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On ne voit pas spécialement de cours d'eau, on ne voit pas de mares. On l'a vu du fait des types de sols qu'on a, tout simplement, comme on a un sol calcaire qui ne retient pas l'eau. On peut dire très rapidement dans cette partie-là qu'on n'a pas d'eau en surface. Donc il y a un peu d'eau qui est retenue en profondeur grâce à la couche d'argile. Il y a peut-être des nappes phréatiques en profondeur, mais en tout cas, en surface, il n'y a pas spécialement d'eau présente. Pas de cours d'eau, pas de mare, etc. Donc voilà pour cette partie sur les facteurs écologiques abiotiques, tout ce qui est non vivant. On va donc passer maintenant aux facteurs écologiques biotiques, tout ce qui est vivant. Donc la flore. Alors, rappelez-vous bien, puisque certains se sont trompés quand ils m'ont fait le A3, que là, on est avant notre chantier. On décrit le paysage, le site, avant qu'on fasse notre intervention. Donc, dans la flore, on ne va pas mettre les espèces qu'on va planter, puisque pour l'instant, elles ne sont pas encore là, puisqu'on n'a pas planté. D'accord? Donc, l'idée, c'est de décrire la végétation qui est présente sur le site avant que nous, on fasse notre chantier. Et justement, on dira que grâce à notre chantier, on a apporté une végétation plus diversifiée. Donc, on va bien parler de la flore avant la plantation. Qu'est-ce qu'on a comme végétation sur le site avant la plantation? Alors, mis à part les cultures, évidemment, l'idée, c'est pas là de dire du colza, du blé, du tournesol. C'est la flore naturelle, la flore un peu spontanée qui pousse là un petit peu toute seule. Finalement, qu'est-ce qu'on a en majorité?
De la flore, de la végétation qu'on va appeler de la végétation herbacée, donc c'est principalement des graminées, hein, des herbacées, qui vont pousser où il leur reste de la place, c'est-à-dire en bord de route. Donc si on veut étudier un petit peu la flore du site, il va falloir aller voir cette végétation herbacée qui est au bord des routes, qui est fauchée régulièrement par le cantonnier et qui va être le seul endroit où on va avoir un petit peu de la végétation spontanée qui pousse d'elle-même. On va trouver aussi justement, alors en plus de cette végétation de bord de route, de la flore spontanée adventice des cultures. Alors on en a déjà parlé ensemble, il me semble. Globalement, c'est ce qu'on appelle aussi les mauvaises herbes des cultures. Mais voilà, les mauvaises herbes, c'est une image qu'on n'utilise pas en écologie puisqu'elles n'ont rien de mauvaises, ces herbes. Elles sont mauvaises, elles posent souci à l'agriculteur parce que lui, il ne voudrait que du colza dans son champ et une autre plante, ça lui pose souci, puisqu'il est pénalisé, par exemple, par la coopérative quand il amène sa récolte et qu'elle est polluée, entre guillemets, par d'autres plantes que celles qui étaient voulues. Mais pour l'écologie, c'est les plantes naturelles qui pousseraient à cet endroit-là et qui ont poussé au milieu du champ comme elles auraient poussé ailleurs. Et pour elles, elles n'ont rien de mauvaise. Pour la nature, pour l'écologie, elles ne sont pas mauvaises. Donc on va parler de la flore spontanée. Donc spontanée, c'est qui pousse d'elle-même, toute seule. Adventice, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même des ennemis pour les cultures. Donc la flore spontanée adventice des cultures qu'on va pouvoir trouver éventuellement donc dans les champs. Et enfin, qu'est-ce qu'on va trouver comme végétation dans les environs? C'est quelques arbres et arbustes quand même, puisque vous vous rappelez, on a dit que notre deuxième haie, par exemple, on l'a plantée à proximité d'un bout de haie qui existe déjà. Dans l'autre longueur du champ, on a aussi une haie qui existe déjà. Donc, on a quand même des espèces d'arbres et arbustes qui sont déjà présents dans les haies, dans les anciennes haies qui sont sur le site. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a pu voir dans ces haies. Il y a des pruneliers. Ça, c'est souvent le cas puisque le prunelier est une espèce assez opportuniste qui pousse partout. On a des sureaux, on a de l'érable champêtre, de l'orme, des petits chênes, etc. Alors là, c'est un bug. Non. Bon, faut pas s'occuper du petit bouquet dessous, là, il va avec autre chose. Globalement, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On est sur une flore qui est peu diversifiée. On a vraiment, en termes de végétation, pas grand-chose d'intéressant. Ah, pardon. Alors, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc, peu de diversité de la végétation sur ce territoire, ce qui n'est déjà pas très favorable. Quand la végétation est elle-même pas très développée, tous les animaux qui dépendent eux-mêmes de la végétation vont être eux-mêmes peu diversifiés puisque ne vont pas forcément trouver ce qu'ils ont besoin dans le milieu pour leur cycle de vie. En termes de faune, donc les animaux, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous vous rappelez, si vous êtes un petit peu malin, qu'on a parlé de la zone qui était en site Natura 2000 et en particulier un site Natura 2000 pour la directive oiseaux. Et pour quelle espèce en particulier? C'est une espèce dont on a parlé rapidement, que Benoît et Van connaissent assez bien, qui est l'outarde canepetière. Donc c'est une espèce d'oiseau. Vous pouvez taper sur internet outarde canepetière pour voir à quoi ça ressemble. Donc globalement, en termes de faune, quels sont les êtres vivants qu'on trouve le plus sur le site? Ça va être les oiseaux de plaine, donc ces oiseaux qui aiment justement encore les grandes plaines un peu ouvertes comme ça, même si c'est de la grande plaine céréalière, comme l'outarde canepetière. On a par exemple aussi un autre oiseau qui est souvent dans les zones un petit peu identiques à l'outarde canepetière qu'on appelle le dictème criard. Pour ceux qui connaissent, on a aussi des alouettes par exemple, des busards, donc le busard qui est un petit rapace qui va nicher justement au sol dans les cultures, ce qui lui pose souci d'ailleurs puisque les poussins se font souvent broyés par les engins agricoles qui passent dans les champs alors que les poussins ne sont pas encore volants. Et on a un certain nombre d'autres espèces assez communes qu'on va retrouver assez communément partout puisqu'elles elles sont capables de s'adapter à plein de types de territoires.
comme le chevreuil, le lièvre, et cetera. On pourrait citer des corbeaux, et cetera. Donc globalement, si on veut conclure, en termes de faune, on trouve la faune assez ordinaire des plaines. Et là aussi, comme on a dit un petit peu pour la végétation, on est sur quelque chose qui est vraiment peu diversifié. Donc on a vu qu'on a peu de diversité de la végétation et peu de diversité de la faune. En termes d'habitat naturel, donc les types de milieux, on va être sur principalement les milieux herbacés de bord de route. On a aussi donc quelques haies, on a dit anciennes qui existent encore, mais bon, qui sont pas reliées entre elles, pas forcément en très bon état puisqu'entretenues pas forcément de façon très favorable. Donc, est-ce qu'on peut parler d'habitat naturel? C'est pas sûr. Pour conclure, sur la partie sur les facteurs écologiques, donc en bas de la page. En conclusion, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on est sur une zone de grande plaine céréalière? C'est qu'on est quand même sur un sol qui est assez favorable pour être mis en culture. Parce qu'il est peu caillouteux, on n'a pas de pente, on a un sol qui va être séchant, donc on peut le travailler toute l'année, on peut avoir accès à la parcelle. On a quand même un peu d'argile qui va retenir un petit peu d'eau, donc même si à certaines périodes ça manque d'eau, on va être sur d'autres critères, sur un sol qui va être quand même favorable pour la culture. D'où tout simplement le fait que cette zone a été utilisée pour la production agricole intensive puisque le sol est assez favorable. Les rares zones qui sont restées aujourd'hui en bocage, en élevage, en pâturage, et cetera, c'est en général justement parce qu'elles ne sont pas très favorables à faire de la céréaliculture. La Gâtine, dans le nord de Sèvres, si c'est resté encore aujourd'hui du bocage et une zone principalement d'élevage, c'est bien parce que essayer d'y faire de la culture, c'est compliqué. Les sols ne sont pas favorables, le climat, c'est des sols froids et assez pauvres. Donc, conclusion, on est sur un milieu rural. Donc, milieu rural, c'est le contraire de milieu urbain, hein, un milieu de campagne, avec de la grande plaine, qui a subi le remembrement. Vous vous rappelez, on en a parlé dans l'histoire du site, donc qui a subi un regroupement des parcelles en arrachant les haies pour faire des grandes parcelles, et qui est utilisé en agriculture intensive. Quelle conclusion ça va avoir, ça? C'est qu'on va être sur des paysages. On va avoir ce qu'on appelle une banalisation du paysage, c'est-à-dire un paysage qui est devenu assez banal, sans intérêt, avec peu de diversité, on a dit tout à l'heure, et finalement qui ne va plus avoir écologiquement beaucoup d'intérêt pour des espèces un petit peu spécifiques. Donc, on va avoir un important appauvrissement de la biodiversité. Dans ces paysages-là, on a perdu beaucoup de la biodiversité qu'on pouvait trouver dans les paysages de campagne avant. Vous vous rappelez, c'est le document qu'on a vu l'autre jour, là, où on avait le nombre d'espèces dans le bocage. On voyait qu'on avait plein d'espèces, des couleuvres, des oiseaux, des mammifères, etc. Et ensuite, le même paysage qu'on avait transformé en open field, et on voyait qu'il ne restait qu'une petite dizaine d'espèces. Donc, on a la biodiversité qui s'est appauvrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça manque d'habitat. Il n'y a plus d'endroits où les espèces peuvent loger, se nourrir, s'abriter, etc. Comme on a vu un petit peu dans le TP, on n'a plus de réservoir de biodiversité. Il n'y a plus que les cultures en fait, et quelques tout petits boisements et quelques restes de haies par-ci par-là. Donc il n'y a plus d'habitat, et en plus il n'y a plus de corridor écologique. Donc, le fait de ces manques d'habitat et de corridors écologiques font qu'on a perdu les auxiliaires des cultures. On a perdu les insectes en général, hein, de toute façon. Et dans ces insectes, on a vu qu'il y en a un certain nombre qui sont des auxiliaires des cultures. Ceux qui viennent polliniser les fleurs, qui vont permettre à la fleur, une fois pollinisée, de donner un fruit. Vous savez que la graine de colza qu'on récolte, c'est le fruit. Le grain de blé qu'on récolte, c'est aussi le fruit du blé. Avant, il y a une fleur qu'il a fallu qu'elle soit pollinisée par un insecte pour pouvoir donner le fruit.
Et donc, tout cet appauvrissement des habitats, de la biodiversité fait qu'on a moins d'insectes, donc moins d'auxiliaires des cultures. Moins d'insectes, vous vous rappelez, c'est aussi moins d'alimentation, par exemple, pour nos poussins de perdrix. Donc on a aussi une difficulté pour toute la faune qui s'alimente à partir des insectes de survivre, puisque nos petits poussins de perdrix, on a vu, consomment plus d'énergie à chercher des insectes à manger qu'à en trouver, et finalement se fatiguent progressivement de plus en plus, consomment toute leur énergie sans se nourrir puisqu'ils ne trouvent rien, et finissent par mourir de faim et de fatigue, puisqu'ils ont consommé toute leur énergie alors qu'ils n'ont rien trouvé à manger. En plus, qu'est-ce qui se passe dans des zones comme ça? On a vu un petit peu quand on a fait les rôles des haies, on a un problème de vent, puisque du coup, sans haies, on n'a rien pour arrêter le vent prend de la force et le vent va poser des soucis d'assèchement des cultures, le vent va coucher les cultures, etc. On a vu aussi les rôles des haies par rapport à l'eau. Donc, sans les haies, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un manque d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc le sol va ruisseler à la surface, l'eau pardon va ruisseler à la surface du sol jusqu'éventuellement au cours d'eau en bas et éventuellement faire des inondations. Donc là, au contraire, l'eau ne s'infiltre pas dans le sol à cause des haies qui normalement favorisent ça, et donc l'eau ne va pas vers les nappes phréatiques. Vous vous rappelez, ce qu'on a vu, c'est que grâce aux haies normalement et surtout aux fissures faites par les végétaux dans les sols, l'eau peut naturellement s'infiltrer progressivement vers les nappes phréatiques et permettre de stocker l'eau. En plus, qu'est-ce qu'on a vu? À cause des produits phytosanitaires qui sont mis dans les champs, et comme il n'y a pas de haies pour arrêter l'eau et pour éventuellement dépolluer cette eau, qu'est-ce qui se passe? On a aussi des problèmes de pollution de l'eau. Or, vous vous rappelez, on est dans une zone où l'eau est captée pour faire de l'eau potable. Donc si cette eau est polluée pour faire de l'eau potable, ça veut dire que les gens au robinet, ils ont potentiellement à boire de l'eau polluée, avec des nitrates, des molécules chimiques qui servent à tuer les limaces, les rongeurs, etc. On a aussi un problème d'érosion. Donc cette eau qui ruisselle à la surface du sol parce qu'elle ne s'infiltre pas va éroder le sol, donc va éventuellement entraîner des particules du sol progressivement. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Ces particules du sol risquent de finir dans les rivières, par exemple, et ça va entraîner un colmatage du fond des rivières qui ne va pas être favorable, par exemple, pour des espèces comme la truite. Et donc tout ça, ça va aussi appauvrir le sol, puisque l'eau, elle va emmener les molécules, les éléments qui seraient intéressants dans le sol pour les végétaux, pour les cultures qui doivent pousser. Et enfin, si on se place plus d'un point de vue des habitants qui vivent dans ces paysages-là, pas forcément des agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? On a un paysage qui est dégradé, on a un paysage qui n'est pas très beau, qui n'est pas très esthétique, et donc pour les gens qui vivent sur place, on a un cadre de vie qui n'est pas très agréable. Alors les gens se baladent quand même dans ces paysages-là, mais vous avez une vision du paysage qui n'est pas très jolie, vous êtes en plein vent quand vous vous promenez, il n'y a pas de haies, il n'y a pas de zones boisées, etc. Donc on est sur un cadre de vie qui est quand même moins agréable que d'autres types de cadres de vie. Voilà pour cette vidéo.